On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs pour évoquer ce problème de la réponse pénale dans notre pays à la lueur de ce drame qui a touché la famille Aleno puisque leur fils de 24 ans a été percuté de plein fouet par un homme qui avait volé une voiture, un délinquant qui a été condamné à 3 mois de prison. On va écouter l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, qui dénonce l'impunité dont bénéficient les délinquants. Ce que je dénonce depuis très longtemps et notamment sur ces 10 dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que, vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Je suis indignée que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez qu'il y a des violences urbaines tous les jours, des rixes tous les jours. On s'attaque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants, tous les jours, vous en faites état. Et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, ils votent plus, ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc à un moment donné, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, c'est pas dans le fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes. Voilà ce que dit Rachida Dati, maître Golnadel. Il y a un problème dans l'application des décisions prises par la justice. Rachida Dati n'a pas tort. Alors certes, sous l'empire de M. Sarkozy, tout n'était pas non plus que répression bien tempérée, etc. Et c'était pas merveilleux, mais c'est encore pire. On pensait c'est encore pire. Donc oui, non, je ne peux qu'approuver ce qui a été dit, sauf que tout le monde ne fait pas justice lui-même. Mais il y a beaucoup de gens qui marchent en baissant la tête et en baissant les yeux. Hein. Julien Drey, Voilà. Vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je pense qu'il y a un système qui va pas, mais la description que fait Rachida Dati, on a l'impression qu'on est dans un truc de cow-boy, quoi. Voilà, on n'est pas là. Alors, d'autant qu'elle est responsable politique. Elle est pas. Elle est précisément maire de l'arrondissement dans lequel s'est déroulé le drame. Voilà, donc elle est responsable politique, elle est en première ligne. Donc, moi, je pense que ça sert à rien dans ces moments-là de vouloir se donner le beau rôle, parce que c'est ça. En disant, moi... C'est une réaction, pas forcément pour donner le bon rôle. C'est pas vrai que tout le monde se fait justice à soi-même. C'est pas vrai, ça. C'est faux. Par ailleurs, il y a des condamnations. Ça arrive, d'accord, mais c'est pas... Tel qu'on l'écoute, on a l'impression que... Moi, je sors plus la nuit, de nulle part. Ça dépend des quartiers. Pas dans son quartier. Bah si, justement. Non, pas dans son quartier. Là, il y a eu un accident, mais c'est pas le quartier le plus insécurisé. Ah non, il y a pire. Voilà. Autour du Champ de Mars, il y a un certain nombre de problèmes de délinquance qui ont été résolus. Jonas Haddad et Jean Garrigue. Jusqu'à présent, une population qui était peut-être un petit peu épargnée, plus bobo, etc., ne voyait pas ça. Et le réel est en train de lui éclater à la face. On en parlait tout à l'heure. Dans le 18e, des gens qui ont acheté à Jaurès, Stalingrad, où ils pensaient que de toute façon ce serait super et ce serait une harmonie, sont en train de se prendre ce problème en pleine face de cette délinquance. Il faut avoir par les promoteurs immobiliers, parce que Jaurès et Stalingrad, c'était pas... Ça fait 20 ans que ça dure. Justement, le problème, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. À côté de ça, même à République, aujourd'hui, il y a cet ordre de problème à la porte de la Chapelle. C'est-à-dire que même dans des quartiers... En fait, aujourd'hui, foncièrement, il n'y a plus de quartier qui est vraiment épargné. Donc, en fait, on ne parle pas que de Paris, on peut aussi globaliser à toute la France. Autour de chaque grande ville de France, vous avez des problématiques d'insécurité de cet ordre-là et qui font qu'effectivement, non, les gens ne se font pas justice eux-mêmes. Les gens subissent cette injustice. Jean Garrigue. Oui, et même des villes moyennes, on a vu même des batailles rangées entre... Non, je pense qu'une majorité de Français partagent ce sentiment qu'il y a une impunité. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on soit de gauche, de droite, de bas en haut, on a compris qu'il y avait que ce problème existait, que les courtes peines n'étaient pas dissuasives, qu'elles n'étaient pas appliquées ou appliquées beaucoup trop tardivement, que le système ne fonctionnait pas comme il devrait fonctionner et qu'effectivement, en dépit des moyens qui ont été investis depuis 5 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué parce que les solutions sont complexes et de long terme. Mais je pense qu'effectivement, ça appelle des réponses législatives à court terme. Il va falloir modifier un certain nombre de lois. Ça appelle aussi une transformation, mais je parle souvent de révolution culturelle, je crois qu'elle existe, une transformation des mentalités aussi. Vous avez un syndicat de la magistrature qui manifestement, lui, ne semble pas persuadé que se pose ce problème d'impunité. Vous avez, dans le monde universitaire, que je connais bien, une tendance à
socialiser les enjeux et à minorer les problèmes de sécurité, d'identité ou d'immigration d'ailleurs. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître que l'approche sociologique de ces questions dans les quartiers, dans les cités, est une approche qui, à mon avis, est légèrement biaisée par rapport au réel. Et quand on regarde ce que nous dit l'information quotidienne, on voit qu'effectivement, il y a un problème, que ce problème s'aggrave d'année en année. Oui, mais cette aggravation... Maître Golnadel ? Cette aggravation, et je disais justement que tout à l'heure, lorsque Rachida Dati a parlé, elle ne peut être séparée de l'aggravation de l'immigration massive. La courbe est assez servile entre l'augmentation de l'insécurité et l'augmentation de l'immigration. Il n'y a rien à faire. Et si on ne veut pas le regarder en face, alors quand je dis ça, évidemment, on peut être évidemment taxé d'une certaine étiquette et je n'en ai cure, mais si on ne veut pas regarder le réel en face, on est condamné à le subir. Julien Drey. Non, mais c'est un débat récurrent qu'on a avec Gilles Williams, c'est-à-dire que on part d'un fait divers, du fait divers on vient au climat, et du climat on en vient à l'immigration. Ouais, pour moi, c'est plus des faits divers, ce sont des faits de société. Alors, faits divers, c'est des faits de société. Voilà. Bon, alors, c'est comme ça qu'on le disait. Moi, je pense que la question qui est posée, c'est comment ça se fait que, connaissant la situation dans laquelle on est, il y a un certain nombre de décisions qui ne sont pas prises comme il le faudrait. Voilà. Et c'est ça qui m'interpelle, moi, parce que c'est pour ça que je suis un peu en colère contre tous ces responsables politiques qui viennent, qui disent c'est terrible, c'est fort. Voilà. Mais quand on est en campagne électorale, la plupart d'entre eux, ils sont pas là pour donner des solutions concrètes. Donc, la construction des places de prison, c'est une solution, mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Désolé, j'ai fait 25 ans en Fleury-Mérogis, donc je vois à peu près ce que ça donnait, comme inefficacité du système pénal tel qu'il est aujourd'hui. C'est réclamé par les magistrats. Bon, c'est pour ça que... Voilà. Non, mais je veux dire, par contre, tout ce qui était peine de substitution pour pouvoir sanctionner les mineurs, ça, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien du tout. Donc vous avez des gosses... Qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrête pas de le répéter, mais vous avez des gosses qui, entre 15 ans et 18 ans, sont dans une impunité totale. Et à partir de 18 ans, là, ils se font manipuler par les gangs derrière, sur la question du trafic de stupéfiants, qui est... Je suis à peu près certain à la racine de bien, y compris de ces comportements-là. On n'avance pas. Voilà, donc on est dans un système impuissant. Et ça, ce qui m'énerve, et c'est pour ça, c'est qu'il y a un monde politique qui se bat là-dessus, l'instrumentalise d'une manière ou d'une autre, mais n'apporte pas des solutions concrètes. Et est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, dans ce nouveau quinquennat, va changer radicalement de politique pénale, d'orientation politique pour son nouveau garde des Sceaux ? Alors, ça n'a pas été ça n'a pas été formidable sous le quinquennat Emmanuel Macron. Bon, alors après, il y a eu le Covid qui a évidemment pesé, etc. Mais on sentait pas que c'était une préoccupation première. Alors, elle est là pourtant, ça c'est vrai. Je veux dire, il y a aujourd'hui une population française qui est aujourd'hui soumise à cette pression. Pas de la même manière partout, je m'excuse de le dire malgré tout, je vous ai entendu, mais je peux vous dire que c'est pas la même chose de vivre dans les quartiers, dans certains quartiers que dans d'autres. Alors vous pouvez dire aujourd'hui ça vous gagne, etc. Mais pour en connaître un certain nombre, voilà. Bon, c'est pas de la même partout. Non, mais il y a des endroits, bien sûr. Il y a des endroits. Allez, Julien, terminé. Je vais vous dire, les policiers on les voit jamais. Voilà. Et voilà. Donc les populations là, elles vivent terrorisées. Il y en a d'autres où on voit beaucoup de voitures tourner. Je suis pas sûr forcément qu'elles soient efficaces d'ailleurs. Maître Golnadel, je préfère vivre à Paris qu'à Saint-Denis. Je pense que la discussion est rapide là-dessus. Non, par rapport à votre question sur Emmanuel Macron, on n'est plus maintenant dans un procès d'intention. Je pense que c'est un président, c'est un homme qui n'est pas spécialement passionné par ce genre de questions. Il n'a pas construit, en dépit de ses promesses, il n'a pas construit les peines, les places de prison. Il n'a de pratique. 1,7 million nouveaux migrants sont rentrés en France. Et puis il va expliquer dans les radios aux jeunes qu'il y a des violences policières. Et qu'on fait les contrôles au faciès. Je vous mentirais en disant qu'en tant que citoyen qui est épris des problèmes de sécurité, ce président bis m'inspire une immense confiance sur le sujet. Alors, Jonas Haddad et Jean Garrigues. Pourquoi on confie à l'État notre argent ? Et pourquoi on paye ? Vous savez, les gens posent souvent la question, mais on fait quoi avec notre pognon ? Parce on est le pays le plus taxé au monde, par l'OCDE. La base de la base, c'est de protéger ses concitoyens. Et ce qui est incroyable dans cette impensée du président de la République, c'est que
cette base, ce qui permet, si vous voulez, de faire société, n'est même pas assurée. Alors sa réponse à lui, elle est souvent business. C'est-à-dire qu'il considère, et c'est ce qu'il disait sur le 93, il disait le 93, c'est la Californie sans la plage. La Seine-Saint-Denis. Voilà, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la plage. Mais on voit que dans certains pays, même s'il y a beaucoup de business et que l'économie est florissante, si à un moment il y a une sorte de désagrégation de l'autorité de l'État, ça provoque la faillite de l'État. C'est le cas du Liban, qui était un pays qui était par exemple très riche et qui pourtant, par la désagrégation et le morcellement, si vous voulez, s'est désagrégé. Si dans ce nouveau mandat, puisque Emmanuel Macron a dit dans son discours, c'est un nouveau mandat pour un nouveau président et un nouveau peuple. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, si dans ce nouveau mandat, ce nouveau président ne s'occupe pas de ce nouveau peuple et d'assurer sa sécurité, eh bien, je pense qu'à la fin de ce double quinquennat, on aura une société qui sera encore plus fracturée que ce qu'elle était au début du quinquennat Macron. Jean Garrigue. Mon tempérament m'incite à nuancer un tout petit peu le tableau au noir qui vient d'être fait, et je pense qu'il y a des faits qui parlent pour le nuancer, que ce soit les opérations qui étaient menées par Gérald Darmanin sur les points de deal, etc., ou le grand plan pour Marseille qu'a lancé Emmanuel Macron. Il y a eu plein de choses. Maintenant, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, et je pense qu'elle est juste, que ça n'a pas été une des priorités du premier quinquennat Macron. Mais tout ne doit pas remonter aussi au sauveur, à l'homme providentiel, si je fais référence à l'ouvrage que j'ai La tentation du sauveur chez Payot. Je veux dire que on a cette tendance en France à tout faire remonter à Jupiter. Alors c'est vrai que lui, ayant incarné à plein ce rôle, il est légitime d'en attendre beaucoup, mais il faut aussi réfléchir en termes de société. La sécurité, c'est le monopole de la violence légitime de l'État. Il faut aussi réfléchir. Alors c'est vrai que l'inspiration doit venir d'en haut. Et c'est vrai moi, j'attends de ce président bis, de cette deuxième présidence, que ces problèmes-là soient plus centraux et soient pris à bras-le-corps. Mais il faut aussi attendre de la part d'un Parlement qui joue son rôle, que des projets, des propositions soient émises, que la société s'empare de ces questions et que un peu partout s'éveille ce sentiment et que du côté d'opposition qui ne partage pas ces idées-là, parce que là on parle d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron, il a sur sa gauche une France. Il a sur sa gauche des partis politiques qui, eux, je pense par exemple à la France Insoumise, qui est quand même aujourd'hui le fer de lance de la nouvelle alliance de gauche, celle qu'on nous a en tout cas vendue. Pour la France Insoumise, il n'y a pas de problème de sécurité. Il y a pas, au contraire, s'il y a un problème de sécurité, il vient de la police et de la violence systémique de la police. Donc je veux dire que Emmanuel Macron, en tant que président de tous les Français, il doit aussi faire l'équilibre entre la France qui est consciente de ses problèmes et celle qui les met un petit peu de côté. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. On reprend nos débats dans un instant dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.